On accueille à présent notre invité politique. Bonsoir Rima Hassan. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes candidate LFI aux élections européennes en 7e position sur cette liste. Je rappelle que vous êtes aussi une juriste d'origine palestinienne, que vous avez passé une partie de votre enfance dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie et que vous avez été naturalisée française en 2010. Ce soir, vous inaugurez en quelque sorte un petit peu une série d'invitations politiques que nous avons lancées à France Info pour recevoir ceux qui sont inscrits sur ces listes présentées aux européennes. Et on va mener cette interview ensemble avec Gilles Bernstein. Bonsoir Gilles. Bonsoir Barbara, bonsoir Rima Hassan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler évidemment de la politique française et des polémiques de ces derniers jours. Je voudrais d'abord vous poser une question sur la situation internationale. On vient d'apprendre qu'une trêve était entre les mains du Hamas, qui doit l'accepter ou la refuser. Une trêve qui prévoit 40 jours de cessez-le-feu, la libération de tous les otages israéliens et la libération de milliers, on n'en sait pas plus, la libération de milliers de prisonniers palestiniens. Souhaitez-vous que le Hamas accepte cette trêve? Oui, bien sûr, il faut absolument se réjouir de tous les efforts diplomatiques qui sont en cours, notamment pour obtenir un cessez-le-feu permanent et durable. Alors la trêve, cette proposition manifestement... Mais il faut aller au-delà de la trêve. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de cette trêve. C'est un début, mais il faut bien réinscrire, si vous voulez, tous ces efforts dans un objectif qui est quand même plus lointain, qui est celui que les armes se taisent, tant du côté israélien que du côté du Hamas, qu'on arrive à obtenir la libération des otages et qu'on arrive enfin à considérer la situation des Palestiniens. J'entends vos souhaits sur un cessez-le-feu global, mais la proposition manifestement qui est entre les mains du Hamas, c'est celle d'un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens et évidemment celle des otages israéliens. Est-ce que ainsi défini, est-ce que vous souhaitez que le Hamas l'accepte ainsi défini? Bien sûr, toutes les initiatives qui peuvent nous amener vers ce chemin de la justice et de la paix doivent être soutenues. Toutes les initiatives qui nous permettent d'obtenir la libération des otages et la libération des prisonniers doivent être soutenues. Toutes les initiatives qui permettent de faire taire les armes et de sauver des vies doivent être soutenues. Retour en France il y a quelques minutes, c'était dans la cour de Matignon puisque Mathilde Panot et Emmanuel Bompard étaient reçus par le Premier ministre. Déclaration il y a un instant de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, concernant par exemple votre convocation demain par la police. Mathilde Panot. Vous ne pouvez pas avoir en privé un Premier ministre qui vous explique qu'il est contre la judiciarisation de la vie politique, alors que sa ministre vient d'annoncer qu'elle portait plainte contre Jean-Luc Mélenchon sur un discours politique qui a été tenu, qui ne comparait en rien un président d'université à un nazi, mais qui faisait référence à une référence philosophique qui est celle d'Hannah Arendt et de la banalisation du mal. Donc c'est quand même assez étrange de dire qu'on est contre la judiciarisation tout en posant des actes qui le font. Rima Hassan, vous êtes convoquée demain matin à 8h30 avec Mathilde Panot pour répondre d'apologie du terrorisme. Vous avez appelé à des manifestations devant le commissariat. Est-ce que c'est une sorte de pression sur la police et sur la justice de ce pays ? Non, absolument pas. C'est un appel à un rassemblement, une manifestation, un rassemblement, plutôt pour dire notre solidarité à l'endroit de toutes les personnes qui sont concernées par ces procédures. Je rappelle qu'il y a des dizaines de personnes. Moi, je veux quand même dire et insister sur le fait que je suis une des plus privilégiées sur cette procédure, puisque j'ai une tribune médiatique et politique pour pouvoir dénoncer ces accusations. Mais il y a des dizaines de personnes, des gens ordinaires, qui perdent leur travail, qui sont menacés de mort, qui sont ciblés pour leur engagement sur la question palestinienne. Et ce que nous voulons dénoncer demain, à partir de 8h30, porte de Clichy, c'est la criminalisation des voies de la paix. Et ce n'est pas vous qui l'encouragez, alors, c'est ce que vous nous dites? Non, nous sommes un parti politique, je m'inscris là-dedans, j'ai une parole de femme politique aujourd'hui, et notre responsabilité, c'est d'appeler à un rassemblement pour mettre de la lumière précisément toute la lumière sur toutes les personnes qui sont concernées par ces procédures, et de dénoncer ces procédures. Je veux dire un mot là-dessus. Ce que personne ne vous empêche de faire, de mettre la lumière. Tout à fait, mais je veux dire un mot sur ces procédures, parce que aucun journaliste n'a véritablement enquêté à ce stade sur qui sont les organisations qui sont derrière ces procédures. Ce ne sont pas des autosaisines du procureur. Les enquêteurs font simplement leur travail, à savoir de convoquer les personnes contre qui des plaintes ont été déposées. C'est l'OJE qui a déposé ces plaintes. L'Organisation juive européenne. Qui est une organisation de lobbyistes pro-israéliens. Ce sont des organisations qui sont militantes, qui s'affichent avec le régime israélien, qui s'affichent notamment sur... Vous aussi, vous êtes militante. Non mais attendez, il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole, ce n'est que le droit international. Attention au génocide. Alors attention, non. Attention à l'invisibiliser plutôt.
Moi, vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours. Donc, je le redis, il y a un génocide. Non, je suis désolée. C'est extrêmement important. Moi, ce terme-là, je le porte. On va y revenir. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas. Je rappelle juste que ces propos vous engagent et qu'ils sont lourds de sens. Tout le loisir. Ce sont de la Cour internationale de justice. Donc, vous pouvez continuer. Non, mais écoutez, à un moment donné, ça suffit. Alors, vous voulez qu'on en parle maintenant? Oui, parce qu'on ne peut pas me reprendre. On ne peut pas me reprendre quand je cite une décision de la Cour internationale de justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rima Hassan, on vous laisse vous expliquer. On souligne pour ceux qui nous entendent. C'est notre métier et vous pouvez répondre. C'est votre rôle. Oui, mais sur le fond. Sur le fond. Vous ne pouvez pas me dire attention parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Répondez-moi sur le fond. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Alors, on en parlera à la fin de cette interview. Je voudrais qu'on continue sur votre convocation demain. Vous avez dit, c'est parce que des associations ont saisi la justice. Mathilde Panot a dit, c'est le régime macroniste qui veut invisibiliser votre parole. C'est la faute de qui alors? C'est la faute du régime macroniste ou c'est la faute des associations dont vous parlez? Il y a, si vous voulez, donc bien sûr des organisations de lobbyistes pro-israéliens. C'est extrêmement important de le dire parce qu'elles sont liées au régime israélien. Elles s'affichent avec et elles militent en ce sens. Le deuxième point. Ce que disent les Le deuxième, moi je le dis. Le deuxième, preuve à l'appui par ailleurs, le deuxième point, c'est que la justice aujourd'hui, en tout cas l'État et ce gouvernement, ne fait pas barrage à ce type de procédure. Et moi, ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est que si on avait des organisations militantes pro-régime russe, qui s'affichaient avec Poutine, qui défendaient... Vous l'avez déjà dit. Qui défendaient des éléments de propagande du régime russe et qui portaient plainte contre des citoyens ordinaires, des journalistes, des étudiants, je crois que ça indignerait tout le monde. Donc bon, effectivement, ce qu'on a à reprocher à ce gouvernement, c'est de ne pas faire toute la lumière sur les organisations qui déposent des plaintes par dizaines et qui ne concernent pas que des militants politiques. Il y a Guillaume Meurice qui a été menacé de mort, qui a failli perdre son travail. La seule fois où ce chroniqueur a été inquiété, c'est au moment où il fait une blague sur Netanyahou. Est-ce que c'est normal dans une démocratie qu'on en vienne là? Est-ce que c'est normal que des étudiants soient convoqués pour apologie de terrorisme? C'est inédit. Donc notre responsabilité, effectivement, c'est de dénoncer le recours abusif de ces procédures et de demander à ce gouvernement de mettre toute la lumière et de faire barrage à ces pressions qui sont exercées à l'endroit des voix. On va revenir à ces étudiants justement qui se mobilisent dans différentes. On a vu à la Sorbonne et à Sciences Po. On va revenir aussi sur ces mains rouges qu'on a vues à Sciences Po. Vous êtes allé soutenir ces étudiants qui bloquaient Sciences Po. On les a vus lever des mains peintes en rouge, qui sont un symbole très significatif. On rappelle que c'est un geste qu'on a vu à Ramallah en octobre 2020. Non, mais c'est pas du tout la seule référence. Un Palestinien qui levait ses mains couvertes de sang après avoir participé. Mais pourquoi vous utilisez cette seule référence? C'est pas du tout la seule référence qu'on a sur ce sujet. C'est une référence de quoi, selon vous, alors? Mais il y a des dizaines, voire des milliers de personnes qui ont utilisé ce symbole-là aux États-Unis. Vous avez des personnes qui se lèvent dans des assemblées depuis des mois pour dénoncer la complicité. Donc ça symbolise le sang et ça symbolise le fait que nous avons des régimes, en réalité aujourd'hui, des gouvernements qui sont complices du génocide qui est en cours à Gaza. Non, alors c'est ça que ça dénonce. Je vais reprendre les questions différemment. On a vu, et vous y étiez à Sciences Po, des étudiants avec les mains rouges. Beaucoup, que vous le vouliez ou non, y ont vu une référence au même geste, on va voir la photo, au même geste accompli à Ramallah en octobre 2000. C'est un Palestinien qui lève ses mains couvertes de sang, j'aimerais bien qu'on voit la photo, ses mains couvertes de sang après avoir participé au lynchage de 2 soldats israéliens. Voilà, c'est cette photo-là. Alors j'ai une question. Non, est-ce que je peux poser mes questions et puis vous répondrez. Donc cette photo, après avoir participé au lynchage de 2 soldats israéliens, on va peut-être voir les images du sujet que France 2 avait consacré à cette affaire. On l'a expurgé des images les plus dures parce que franchement, c'était absolument insoutenable. Libération, peu suspect d'être excessivement anti-palestinien, le lendemain a titré « Vent de haine » concernant cette affaire. Que voilà, vent de haine, avec cette même photo de cet activiste pro-palestinien après le lynchage de 2 soldats israéliens. Que pensez-vous de ce geste reproduit par les étudiants de Sciences Po? J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous avez entendu les étudiants de Sciences Po à ce sujet? Non. Ils n'ont absolument jamais fait référence à cette même... Je suis en train de vous répondre. Je vous parle pas d'eux, je vous parle de vous. Mais je suis en train de vous répondre. Moi, j'y étais à ce rassemblement. Vous, que pensez-vous de ce slogan? Mais je vais vous de dire. Cette image? J'en pense rien du tout. On est hors sujet, si vous voulez, parce que il y a des centaines de milliers de personnes qui, à travers le monde, ont utilisé depuis le début de l'offensive israélienne cette
être symbolique. D'ailleurs, même, vous avez des actions qui s'appellent les fontaines rouges partout dans le monde. C'est-à-dire que le symbole... Manifestement, c'est une action de célébration du lynchage. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que... Je me rends très bien compte. Est-ce que je pouvais me laisser finir? Le premier point... Non, mais laissez-moi finir, sinon on va pas pouvoir continuer. Le premier point, c'est que les étudiants ne font nullement référence à cette Je vous parle pas des étudiants, je vous parle de vous. Parce que vous savez, eux, c'était en 2000. Les étudiants, ils avaient 18-20 ans, ils n'étaient pas nés à ce moment-là. Vous avez des références de cette même symbolique avant même les années 2000 sur d'autres crimes, notamment les crimes de Pinochet. Vous avez des photos, si vous voulez, de militants à travers le monde qui utilisaient cette même symbolique. Ça ne vous mais choque absolument pas. À partir du moment où on se réfère absolument pas à cette référence historique. Vous niez que ce geste-là soit en référence, pas de la part des étudiants, pas de la part des étudiants, ils ne le savent pas. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que là, vous avez des étudiants qui, comme des milliers de personnes à travers le monde, aux États-Unis, se lèvent dans des assemblées, en réalité, les mains couvertes de sang pour dénoncer précisément, parce qu'ils n'ont pas le moyen de parler. Il peut y avoir des ambiguïtés. Si vous avez remarqué, souvent, ce sont des espaces dans lesquels les étudiants n'ont pas la possibilité de parler, et c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Et en réalité, l'acte militant qui a été choisi, c'est celui-là, c'est-à-dire de se lever, de se couvrir les mains de sang et de dire, pour dénoncer la complicité de nos gouvernements ou des sociétés dans lesquelles nous vivons avec le génocide qui est en cours à Gaza. Vous avez des centaines des personnes à travers le monde qui ont utilisé ces photos, et vous avez encore une fois une autre campagne qui a été faite sur les fontaines à travers le monde qui s'appelle les fontaines rouges pour dénoncer aussi le fait que le sang coule et que nous en sommes complices. Donc vous comprenez qu'on le fasse, et dans les manifestations que vous encouragez encore, vous souhaitez que ça continue. Je termine là-dessus. À partir du moment où les personnes qui le font n'ont nullement fait référence à ce qui s'est passé à Ramallah, et à partir du moment où les personnes que vous êtes en train de citer qui ont fait référence à Ramallah sont très clairement là aussi dans un discours qui est très pro-israélien, j'en ai vu. Pas Libération. Mais ils font le lien avec les étudiants? Non, Libération a dit que... Non, il ne faut pas le lien avec les étudiants. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la revendication. Donc vous encouragez les étudiants à continuer à faire ce geste. Oui, et je vous encourage à être un peu plus constructif dans vos chroniques. On pourrait avancer. C'est pas des chroniques, c'est des questions. Je suis là pour vous poser des questions. Vous répondez ce que vous voulez. Je vous pose des questions comme vous voulez. Justement, et échanger de façon courtoise tous ensemble. Dans les phrases que l'on entend aussi régulièrement dans les manifestations, il y en a une qui fait polémique et que vous avez aussi prononcée, Rima Hassan, c'est From the River to the Sea. On accueille Louis Augry de la cellule Vrai du Faux de France Info. Bonsoir Louis. Louis, vous allez nous expliquer d'où vient ce slogan. Exactement, cette phrase que l'on entend souvent dans les manifestations pro-Palestine, From the river to the sea, Palestine will be free. C'est la version complète qui veut dire en français de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Avant de revenir sur le côté historique, je voudrais faire un petit point de géographie qu'on va voir juste ici. Le slogan fait référence en fait au territoire qui va du fleuve Jourdain que vous voyez à l'est jusqu'à la mer Méditerranée. On parle donc ici de l'ensemble des territoires qui sont aujourd'hui palestiniens et israéliens qui devraient être libres. Pour certains, c'est un appel clair à l'éradication d'Israël. Pour d'autres, c'est un appel à la liberté pour tout le monde dans cette zone, israélien comme palestinien. Maintenant qu'on a fait le point, quelle est l'origine de cette phrase, Louis ? Alors on a un petit peu de mal à trouver la première occurrence de ce slogan, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des années 60, on a Yasser Arafat qui est à la tête de l'Organisation de libération pour la Palestine, l'OLP, qui plaide pour un État unique de la Méditerranée au Jourdain. Il dit ça, écoutez. Nous voulons établir un État arabe palestinien dans lequel musulmans, juifs et chrétiens puissent vivre en paix dans l'amitié et la justice. Un État démocratique. Quelles en seront les frontières? Les premières frontières, de la mer jusqu'au Jourdain. Voilà, donc vous aurez entendu Yasser Arafat. Cette phrase est utilisée ici dans l'objectif d'un État unique pour les Juifs et les Palestiniens, une solution à un seul État dont vous prévalez, je pense, Rima Hassan. Et le slogan a été repris. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé après. Ce slogan qui fait polémique a aussi été repris côté israélien dans les années 70 par le Likoud, qui est l'actuel parti d'extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Regardez ce qu'on peut lire dans leur manifeste original au Likoud. Entre la mer et le Jourdain, il n'y aura que la souveraineté israélienne. Maintenant, on en a discuté avec des journalistes qui couvraient le conflit dans ces années-là, et d'après eux, ce n'était pas un slogan très populaire comme c'est le cas aujourd'hui. Quand est-ce que ce slogan a vraiment été remis au goût du jour ? Eh bien,
le Hamas le récupère dans son narratif quelques années plus tard. Dans ses textes fondateurs, le groupe terroriste dit ceci, vous allez le voir, le Hamas rejette toute alternative à la libération pleine et entière de la Palestine, du fleuve, le Jourdain donc, à la mer Méditerranée, en ajoutant qu'aucune partie de la terre de Palestine ne doit être compromise ou concédée. C'est cette dernière version qui forcément fait penser que ce slogan implique l'éradication d'Israël, la destruction d'Israël, puisque cette destruction fait partie des objectifs clairs et annoncés du Hamas. Donc oui, des gens utilisaient ce slogan du fleuve à la mer avant le Hamas, mais ces dernières années, ils l'ont utilisé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certains pays interdisent ce slogan. C'est le cas en Allemagne, par exemple, où la prononciation de cette phrase est passible d'une amende. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Alors, pour vous, on l'a vu, ce slogan n'implique pas la destruction de l'État d'Israël. Il reste qu'il est inscrit dans un complément à la charte du Hamas, complément qui date de 2017. Voilà, on le voit, la Palestine qui s'étend de la Jordanie à l'est jusqu'à la Méditerranée à l'ouest. Est-ce qu'on peut prôner la paix en reprenant les slogans du Hamas? Avant de prôner la paix, moi je prône la libération surtout. La libération de tous les Palestiniens, parce que les Palestiniens aujourd'hui vivent sous un régime d'apartheid. Ce que dit Amnesty International, et c'est moi le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est que les Palestiniens vivent du Jourdain à la mer. Ils sont soumis à un régime d'apartheid du Jourdain à la mer et même au-delà. C'est-à-dire qu'Amnesty dit même que les réfugiés palestiniens dont je fais partie vivent aussi cet apartheid qui repose sur la dichotomie juif-non juif. C'est-à-dire que n'importe quel juif du monde peut aller en Israël et s'installer. Aucun réfugié palestinien, descendant de réfugiés palestiniens, n'a le droit de retourner sur cette terre. Ouais. Donc, la question qui se pose derrière ce slogan, pour moi, et sur le prisme sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est la libération des Palestiniens de toutes les formes d'oppression dans lesquelles ils vivent. De tous les Palestiniens. De tous les Palestiniens. Vous dites de tous les... Alors vous dites les Palestiniens qui même vivent ceux dans qui les vivent en Israël. Même ceux qui vivent en Israël. Oui, mais les vous Palestiniens. Comprenez que ça peut vouloir dire suppression de l'État d'Israël. Non, quand on dit libération de toutes les formes d'oppression, c'est-à-dire qu'il faut une égalité de droit. En fait, là, c'est une égalité de droit. C'est-à-dire que les Palestiniens doivent avoir autant de droits qu'ont aujourd'hui les Israéliens. Et ce que documente encore une fois Amnesty, c'est que même les Palestiniens d'Israël vivent comme des citoyens de seconde zone et qu'il faut les libérer, si vous voulez, de ces oppressions que Israël leur impose. Mais la question que je vous posais est, n'y a-t-il pas une ambiguïté quand on reprend les slogans du Hamas dont vous avez dit vous-même, parfois on vous reproche de ne pas le qualifier de terroriste, c'est faux. Vous avez qualifié en tout cas les attaques du 7 octobre de terroristes. N'y a-t-il pas une ambiguïté quand on reprend des slogans du Hamas? Est-ce qu'on œuvre pour la paix quand on reprend les slogans d'une organisation terroriste? Vous êtes en train d'essentialiser ma voix à une voix qui est celle du Hamas. Alors je trouve ça complètement absurde puisque vous venez pourquoi vous reprenez leur slogan? Mais vous allez m'interdire d'utiliser tous les mots que le Hamas utilise. Vous venez à l'instant de démontrer que ce slogan à l'origine a été utilisé pour prôner un État démocratique, laïque, dans lequel les Israéliens et les Palestiniens vivraient en paix. Donc pourquoi est-ce que vous inscrivez pas plutôt mon discours dans l'historique de ce slogan? Pourquoi vous l'inscrivez aujourd'hui dans la récupération qu'en fait le Hamas? On le voit, il y a des ambiguïtés sur ce slogan. Il y a des ambiguïtés sur... Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce slogan, je viens de redire. En tout cas, certains en voient. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Certes, mais vous venez de démontrer qu'il y a une référence historique de ce slogan. Non, mais il vient de démontrer que ceux qui l'utilisent généralement sont très souvent ceux qui... Absolument pas. À partir du moment où vous me donnez la parole et que je vous dis que moi, ma référence est celle d'un État binational, sur des slogans, des déclarations ambiguës. Celle sur les mains, celle sur de la rivière au fleuve. Pourquoi ne pas trouver des références plus claires, plus proches de la paix, et pourquoi toujours chercher des références ambiguës? Je vous respecte énormément et je respecte énormément votre travail, mais je vais vous dire très honnêtement, là, l'interview, elle est creuse. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à me dire... C'est une grande marque de respect. Mais si, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, mais très honnêtement, à part vous dire que vous êtes en train de réutiliser des propos... C'est-à-dire que j'ai beau vous expliquer que la référence que j'en ai faite, et j'ai beau m'en être expliqué dans des interviews, notamment celle de Libé, vous expliquer que le prisme qui est le mien, et d'ailleurs qui n'est pas que celui des Palestiniens, vous avez le bloc radical Tel Aviv aujourd'hui qui utilise ce slogan pour prôner un État binational. J'appartiens à une génération que vous ne comprenez pas. Je suis désolée de vous le poser comme ça. J'appartiens à une génération que vous ne comprenez pas dans ses revendications, dans son désespoir, dans sa quête de justice et dans ses référentiels. Mais vous avez plein d'auteurs. Moi, vous citez le Hamas.
Moi, je peux vous citer Edouard Saïd, qui est un grand intellectuel palestinien, chrétien, et qui, déjà, il y a 30 ans, parlait d'un État binational du Jourdain à la mer et utilisait également ce slogan. Donc, si vous voulez, c'est vous qui êtes en train de m'enfermer dans une caricature des propos du Hamas, dont je suis éloignée, là où moi, mes références sont plutôt celles de d'autres intellectuels. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui est de la même génération que vous et qui est très clair sur ce que votre attitude lui inspire, c'est la tête de liste communiste Léon Desfontaines. Puis le 7 octobre, moi je suis particulièrement mal à l'aise par les positions de la France insoumise. Le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Quand j'entends Madame Obono, par exemple, dire que le Hamas mène une action de résistance du peuple palestinien, ou Madame Hassan dire que le combat du Hamas est légitime, je pense qu'il y a un profond problème. Vous savez, moi je me suis engagé en 2013, à l'âge de 17 ans, chez les jeunes communistes. Depuis cet âge-là, je suis engagé pour la cause palestinienne et comme la majorité des Français, je suis profondément scandalisé par ce qui se passe à Gaza. La France insoumise est en train de souiller et piétiner le combat palestinien à des fins électorales et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Léon Desfontaines, tête de liste communiste. Vous souillez et piétinez le combat palestinien à des fins électorales. Vous lui répondez quoi ? Il y a beaucoup de culot quand même, hein, parce que je vais rappeler ce qu'a dit Roussel. Il a dit la même chose. À mon égard, effectivement, c'est extrêmement culotté. On a une position qui est extrêmement claire depuis le début, qui est celle de se référer au droit international, qui est celle de demander un cessez-le-feu durable et permanent, qui est celle de demander la... Mais vous voyez, nous, on vous pose des questions dessus, vous croyez qu'on est en opposition. Eux, ce sont de vos partenaires politiques. Ça ne leur convient pas du tout. Non, mais c'est absolument pas des partenaires sur ce sujet. Donc, moi, je vais le dire très franchement. L'union, oui. La trahison, non. Donc, la posture qui est celle aujourd'hui de ce mouvement politique, elle trahit à l'inverse plutôt les revendications qui sont celles du peuple palestinien. Ils ne dénoncent bien sûr le PC, le PS trahissent les revendications. Oui, la position historique. Il y a énormément de militants par ailleurs. Moi, je vous le dis, je viens d'une famille communiste, donc en plus je sais de quoi je parle. Donc il y a énormément de militants de ce mouvement qui dénoncent précisément la posture de Fabien Roussel sur le sujet. Et nous, on reste sur les revendications qui sont les nôtres, se référer au droit international et avancer sur une perspective de paix. Ma dernière question, est-ce que la situation à Gaza et les oppositions qu'on voit, est-ce que ça rend l'union de la gauche future caduque ? Non, je crois que, en fait, en réalité, aujourd'hui, les politiques sont mis face à leurs responsabilités parce qu'ils ont eux-mêmes abandonné ce sujet. Ça fait 20 ans, 30 ans que très peu de personnes ont eu des positions courageuses sur ce sujet. Et aujourd'hui, on a simplement, si vous voulez, on a je ne sais combien de trains de retard en réalité sur ce sujet, notamment le Parti socialiste, mais aussi les communistes. Et il faudra arriver à faire quelques mises à jour, si vous voulez, pour qu'on se rejoigne sur une perspective politique qui soit durable pour les Israéliens et les Palestiniens. Merci beaucoup Rima Hassan, merci beaucoup. On avait plein de questions sur le génocide comme promis. Mais ce n'était pas une fausse promesse, mais on n'a pas le temps de vous les poser. Non, mais j'espère surtout que vous ne m'avez pas censuré sur ce sujet. Et vous n'avez pas censuré, on vous a entendu plus longuement que d'autres invités politiques. Non, sur le terme de génocide, j'espère qu'il n'a pas été coupé. C'était un rappel aux téléspectateurs. On vous remercie en tout cas d'être venus discuter sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes inscrite en 7e position sur la liste LFI pour les prochaines européennes.